Fait que, écoutez, les amis, on commence la partie gratuite à l'instant. Si vous avez manqué ça sur Patreon, moi et Vincent, on s'est pogné un petit peu sur son exercice de budget de l'an 1 pour le PQ, dans lequel il a été utilisé par PSPP, son grand dame. Non, mais en toute honnêteté, là, Vincent, je considère que c'est le souverainiste le plus honnête de tous les souverainistes, malheureusement. Fait que si vous voulez écouter ça, c'est sur Patreon. On l'a réservé à nos gens. Une belle heure de débat. Bonne raison de s'abonner. Une belle heure de débat entre moi et Vincent et sommairement arbitré par Frank. On vous invite à y aller. C'était un blood sport. Frank était là pour, il était là pour mopper le sang. J'ai jugé bon de ne pas trop embarquer dans votre affaire. Là. C'était déjà assez phonique de même. Ah non, Frank était là. He was mopping up the blood. Ouais, mais là, on va faire de quoi d'un peu plus sérieux quand même. Tu as sorti du stock par rapport à tes recherches de ton côté. Tu veux qu'on remonte aux origines de la pauvreté au Québec? Pourquoi le Québec est une province plus pauvre que les autres au Canada? C'est quoi l'élément déclencheur? Certains diraient que c'est le méchant gouvernement fédéral. D'autres diraient que c'est les méchants Anglais. D'autres diraient que c'est les méchants employeurs anglophones qui maltraitaient les Québécois. Il y avait-tu de la greedflation dans ce temps-là? Il y avait t'as vu aussi, je m'en allais. Il y avait de la greedflation. Là. Quand on était au Québec en 1688, là, greedflation. Il y a le fait aussi qu'on a vendu des tonnes de fer à 1 cent aux Américains dans le temps de Maurice Duplessis. Il y avait ça aussi. Il y avait le fait qu'on n'a pas assez subventionné la Davy, puis qu'on avait manqué de Volt de 1941. Personne n'a entendu parler de ça. C'était supposé être la grande filière batterie de 1941, là, puis quelque chose comme ça. C'est ça. Fait que la province la plus interventionniste au niveau économique du pays est aussi une des plus pauvres au pays. Mais Vincent a retracé les origines de tout ça. Explique-nous ça, mon ami. D'où est-ce que ça viendrait? Par quel article tu voulais que je commence, Vincent? T'en as envoyé 2 là, dans le chat. Là. Ouais, ben si tu peux me donner pas dans le chat, mais dans notre conversation. Ouais. Si tu peux me donner le share screen, je vais montrer la chose que je veux montrer pour mettre un peu le contexte. Là. Super. Je vois que vous voyez mon écran. Fait que ça, là, ça vient c'est un article que j'ai publié dans un journal qui s'appelle Cliométrica. Puis c'était de reconstruire le niveau de vie pour savoir commençons à savoir quand est-ce que le Québec était plus pauvre. La réponse... Attends un peu, va pas trop vite. Cliométrica, c'est quoi ce journal-là exactement? C'est un journal en histoire économique. C'est un journal, ça fait maintenant, je suis éditeur de ce journal. Je suis un des éditeurs associés de ce journal-là. Et ce qu'il fait, c'est de l'histoire économique pure. Donc, c'est des économistes et des économètres qui font de l'histoire. C'est vraiment ça. Généralement, il n'y a pas d'historien qui publie là-dedans. À moins que tu sois un historien qui est capable de faire une moyenne et beaucoup plus. Donc, pas d'historien. C'est un peu baveux, là, mais en fait, il y en a qui sont capables. Il y en a un avec qui je commence à collaborer qui est vraiment impressionnant. Mais généralement, si tu n'es pas capable de faire une OLS, une régression de base, tu ne publies pas dans le journal-là. Mais ici, la chose que j'ai faite, c'est que j'ai été dire, OK, commençons pour savoir quand est-ce que le Québec était pauvre. Puis le graphique que vous voyez, c'est une mesure de pauvreté dans le passé qui est utilisée communément. Puis c'est comme combien de fois tu étais capable d'acheter le panier de base de survivance. Okay? Donc, c'est l'équivalent historique. Le bare bones market. C'est l'équivalent de la pauvreté absolue. Fait que, tu sais, le $1 a day, là, c'est la même mesure ici. Le $1 a day, c'est l'équivalent. Puis c'est pas $1 par jour en passant ce truc-là quand vous l'entendez aujourd'hui. C'est qu'est-ce que $1 d'une certaine année était capable de t'acheter et que c'était que $1 a day, c'était ce qui était supposé t'acheter au moins un panier de survivance absolue. Okay? Ça voulait dire que si un nombre de calories nécessaires, par exemple. Pour survivre. Si tu es en bas de ça, la survie est en danger. Le bare bones basket, c'est la même chose. C'est des ratios. Puis si tu es au-dessus de 1, ça veut dire que tu es capable de survivre. Okay? Et plus tu es au-dessus de 1, mieux c'est. Et ici, ce que tu veux voir, c'est que tu compares la France, qui est un des plus bas, avec l'Angleterre, le Québec, qui est juste ici, la ligne noire dure. Fait que le Québec on était plus riche que les Français et les Anglais.
dans la période coloniale. Donc, quand nous, on s'appelle la Nouvelle-France, on est plus riche qu'eux. Fait que là, tu parles de 1608 jusqu'à 1775 environ. Yep. Donc, ça explique pourquoi les gens partaient pour venir vivre ici. Sinon, pourquoi ils seraient venus? Ils seraient restés là-bas si c'était une place c'était pas juste des putes puis les filles du roi qui venaient ça? Ici, c'est le gain était, juste pour le fun, là, si tu regardes la différence entre nous et la France, oui, il y avait un petit gain, mais regarde la différence entre les deux autres places en haut qui est la ligne ici là, que je monte. Celle-là, c'est Boston. Puis compare avec le reste de l'Angleterre ici. Le gain de passer de l'Angleterre à la Nouvelle-Angleterre est gigantesque relativement de passer de la France au Québec. Fait que tu avais beaucoup plus de gains à migrer vers le Nouveau Monde. Parce qu'on était traité un peu plus comme une colonie, dans le sens qu'ils voulaient importer ce qu'ils avaient besoin puis tout, mais on était comme des exploiteurs, des exploitants pour la patrie en haut. Tandis que quand les Anglais débarquaient en Nouvelle-Angleterre, c'était un petit peu plus libre, c'est ça qui se passait? Ou... Oui, en fait, l'argument, c'est vraiment ça, c'est que de toutes les sociétés qu'il y avait en termes d'institutions, la Nouvelle-Angleterre ou les États-Unis en moyenne, surtout les États qui n'ont pas l'esclavage, donc les colonies sans esclavage, sont des places incroyablement libres, très peu taxées, très ouvertes au commerce international et non pas une institution qui est la discussion d'aujourd'hui, c'est le régime seigneurial qu'on va parler, qui est l'origine vraiment de la pauvreté du Québec. La différence, c'est que nous, on était riches par des standards globaux, mais en Amérique du Nord, on a toujours été les plus pauvres. Okay? Fait que le Québec est le pauvre des riches. Ça, c'est la manière de le dire. Puis c'est vrai depuis 1608. Ça a toujours été le cas. On est les pauvres parmi les riches. Parce que c'est sûr que quand tu débarques en Amérique du Nord, je veux dire, il y a tellement de choses qui te permettent de te développer. Tu peux exploiter toutes sortes de ressources qui sont non conquises, qui sont... Je veux dire, que ce soit le commerce des fourrures ou le bois ou l'agriculture, n'importe quoi. Tu as accès aux meilleures terres, tu as accès à une abondance d'animaux, à toutes sortes de choses, là, veux pas, là, quand on débarque ici. Fait d'avoir une richesse un peu plus élevée que des pays d'origine de l'Europe, il y a une logique où est-ce que les meilleures terres ont déjà été toutes prises. Parce que ta mesure, c'est une mesure de survivance un peu quand même. Fait que, c'est sûr que le gars apte, puis en plus, il y a un tri qui a été fait. Les gens qui débarquent ici sont aptes de leurs mains, ils veulent travailler, ils croient en l'avenir. Ouais, puis t'as pas de caste sociale comme t'as sur le vieux continent, incrusté, ou si tu fais partie du bas de l'échelle, c'est comme un peu dur de monter. Ben, les meilleures terres en Angleterre sont détenues par les gens les plus riches, tandis que quand tu commences dans un nouveau monde, ben peu importe que si t'es riche ou pauvre, tu vas te ramasser avec une Christie de belle terre. Premier arrivé, premier servi. Yep. Fait que ça fait du sens que ce soit plus riche, mais la différence, c'est que les gens qui étaient dans les colonies britanniques étaient immensément plus riches que leurs collègues en Grande-Bretagne. Donc, le Nouveau Monde est généralement une place plus riche que les pays d'origine, mais c'est particulièrement vrai chez les Anglais. Pour les Français, c'est moins prononcé. Fait que, historiquement, Bien de tout croche, les Français. Oui, mais historiquement, on était très pauvres. Et la chose que moi je dis qui explique, c'est que tu as eu plein d'historiens qui ont dit des affaires comme c'était culturellement, on était différents. Puis il y a des manières de tester si vraiment on était. Puis que culturellement, on était moins efficace. Le mythe du nez pour un petit pain. Mais quand tu testes les implications de nez pour un petit pain, ça ne tient pas la route. Est-ce que le climat était plus aride quand même au Canada quand même qu'en bas? Ça change de quoi ou peu importe? Non, en fait, j'ai un autre article que j'ai shooté à Frank qui a été accepté genre il y a 2-3 semaines dans Southern Economic Journal. On teste formellement, est-ce que la géographie peut expliquer la pauvreté du Québec? Puis la réponse est non. Okay. Il y a zéro effet, puis je vais juste montrer genre un des graphiques. Là. Parce qu'on n'a pas de misère à penser qu'en 2023, c'est sûr que ce n'est pas un enjeu, mais on aurait peut-être pu penser que dans les années 1700, ça avait un impact. Non, vraiment pas, parce que les différences ne sont pas super prononcées avec la Nouvelle-Angleterre. T'sais. Oui, OK, l'hiver est un peu moins long, mais il n'est pas particulièrement, il n'est pas exceptionnellement moins long. Fait que, juste ici, là, si je vais zoomer là, pour que les gens qui ont le vidéo voient. Ce que je montre, c'est la différence c'est les salaires. Quand je peux faire des comparaisons, la première comparaison que je peux faire, la plus vieille comparaison possible que je peux faire entre l'Ontario, qui est aussi riche que la Nouvelle-Angleterre dès ses débuts, et le Québec. Puis tu regardes la qualité des sols sur c'est quoi la qualité du terrain. Fait que tu regardes la relation entre les deux. Les terrains les plus forts ont l'air d'avoir une relation. Ils ont pas l'air d'avoir une relation très forte entre le terrain puis les salaires.
Mais aussi, il y a pas d'avoir de différences très fortes sur cette base-là entre le Québec et les salaires. Mais par contre, quand tu compares, puis c'est ça le graphique à gauche maintenant ici pour les gens, c'est que tu tiens compte de ceux qui sont non seigneuriales et seigneuriales. Parce Là, qu'on il y avait a des un effet. cantons au Québec pendant un bout de temps. Là. Exactement. Fait que les cantons québécois, incluant genre ceux du Saguenay, parce qu'on oublie que le Saguenay, même s'il était francophone, avait pas le système seigneurial, n'a jamais eu le système seigneurial, sauf les places comme Baie-Saint-Paul qui sont pas. Pourquoi, hein? Parce que quand les Anglais ont colonisé le Québec, ont pris le Québec des Français, ils ont gardé le régime seigneurial en place pour une trentaine d'années tel quel. Ils n'ont rien changé et tout continuait de se coloniser sous le régime seigneurial. Quand les Américains loyalistes à la couronne sont arrivés, eux ne voulaient pas vivre dans le régime seigneurial et la couronne britannique a fait une sorte de bargain où ils ont dit « OK, fine, tout ce qui était sous seigneurial avant va rester seigneurial. Donc, où est-ce que la frontière du seigneurial existe, ça reste seigneurial. Mais tous les nouveaux endroits vont être colonisés sous les lois, le land tenure britannique. » Fait que là, on peut penser dans le coin de Sherbrooke. Là. Sherbrooke, le Saguenay, autour de Drummondville, vers la Gatineau, quelques endroits vers un peu au nord de Joliette, quelques petits endroits à l'est de Québec, une grosse partie de la Gaspésie. Donc, tu as le régime seigneurial qui vit à côté et le Saguenay et le lac. L'ouverture pour la colonisation commence bien après 1791. Hey, le nombre de fois que je suis monté au lac Saint-Jean puis que j'ai taponné dans des petits rangs, ben pas des petits rangs parce que c'est pas des rangs, mais justement que j'ai dans une petite route puis j'avais même pas réalisé que c'était des cantons versus c'est tous des cantons. Les rangs qu'on est habitués justement plus dans les basses terres du Saint-Laurent. Le Chicoutimi, ça s'appelait le canton de Chicoutimi. Ouais, c'est logique. Mais tu le vois, c'est des gros carrés. Frank, je vois les routes dans ma tête, là, je vois que c'est des gros carrés maintenant que tu le dis, mais j'avais même pas réalisé. C'est pas des rectangles. Si tu regardes des photos aériennes du Saguenay, tu as beaucoup plus de patterns carrés que rectangulaires. Hey, je continue à parler, je vais essayer d'en trouver justement pour qu'on puisse savoir. Le Saguenay, le Saguenay et le lac Saint-Jean, c'est une région qui est... Bon, la plupart des gens ici imaginent ça. C'est comme 100% francophone, tout ça, mais c'est faux, en fait. Hein. Il y a beaucoup d'anglo. Beaucoup d'anglo. Arvida était en moitié anglo, je pense. Ben, tu sais, moi, je connais plusieurs petites villes du lac Saint-Jean où, tu sais, les gens, ils disent encore, ça, c'est le quartier des Anglais. C'était des maisons, tu sais, cordées, toutes d'une même manière. Puis ces gens-là ont été assimilés là, avec le temps. Aujourd'hui, ces familles-là, ces gens-là, ils parlent français, puis tout ça, là, mais c'est pour ça que tu as des... c'est pour ça qu'au lac Saint-Jean, au Saguenay, tu as des pagés. En fait, c'est des pages. Tu as des phrasers, c'était des phrasers. Et c'est-tu une autre chose? Les francophones les plus riches du Québec, malgré la géographie, parce que les gens oublient qu'il y a une seule porte d'entrée pour le Saguenay, c'est le style de route à 2 voies pendant longtemps. Malgré la distance géographique, malgré l'hostilité du terrain, les francophones les plus riches au Québec, tu ne les trouvais pas à Montréal, tu ne les trouvais pas à Québec, tu les trouvais où? Tu les trouvais au Saguenay. Les Québécois, les francophones les plus riches étaient des Saguenayens puis des gens du lac. Là, pour moi, c'est la même chose là, pour écœurer les Saguenayens puis les gens du lac. Là. Même crise d'affaires, la région 3. Whatever, là, région numéro 3. Hey, Vincent, j'ai lu la carte du Saguenay présentement. On voit quand même beaucoup de petits rectangles. C'est-tu parce c'est la manière que les agriculteurs cultivent leur terre? Ou, parce que les routes, il faut que tu regardes pour savoir si c'est un canton ou... Je ne le sais pas. Pour vrai, j'oublie ce détail-là. Mais il y avait quelques endroits, ça dépend où est-ce que tu regardes, tu avais quelques endroits tu avais des pochettes de seigneurial dans quelques places, originellement concédées, mais genre, je sais que La Terrière, c'est un canton. Fait que si tu checkes on le voit quand même ici, là, les grands, les routes, je pense que ça ressemble à des cantons, ça. Si tu checkes La Terrière, c'est le... c'est ici. La Terrière, c'est bien loin, c'est ça. La Terrière est ici. Anyways, la chose qui est importante, c'est pas tant la forme. Non, mais c'est parce que j'aurais aimé ça que ça soit visuel un peu plus. Puis on voit quand même, il y a beaucoup de rectangles. Mais quand on s'en va plus dans le coin de Sherbrooke, dans ce coin-là, je pense que c'est plus évident. Là. Cornwall, dans ce coin-là. C'est pas Sherbrooke, ça. Non, mais non, je me suis trompé. Je suis allé trop vite. Excusez-moi. Il sait pas c'est quoi l'hélogénie. Je suis allé trop vite, calme-toi. Ouais, on voit plus les cantons ici quand même.
Ouais, tu vois un petit peu plus, mais le... Les grands carrés versus les. Mais malgré que. J'ai vraiment le feeling que de la manière qu'on a cultivé nos terres, au niveau des agriculteurs, tu sais, qui changent tes champs et tout ça, il y a dû avoir une influence un peu. Mais la chose qui est importante, c'est la concession. C'est pas tant les terrains des agriculteurs per se, c'est que les blocs de terrain étaient des terrains carrés. Donc, c'est-à-dire que si tu créais un canton, les cantons ont des formes. Si tu regardes des vieilles cartes du régime seigneurial, juste pour montrer, je vais essayer d'en trouver une là, pour partager avec les auditeurs. Seigneurie, Donc, on Québec. s'en va plus dans le coin de Québec, justement. On verrait les. Ouais, tu vois quand même que c'est très différent. C'est le bordel, en fait. C'est plus structuré à Sherbrooke et à Saguenay que ce qu'on voit dans la région de Québec, par exemple. Regarde, je vais faire le share screen. Ouais, ça ressemble à un tourbillon. Ouais, c'est ça. Ça suit toutes sortes d'affaires un peu louches. Il n'y a pas le. Non, on voit quand même une différence. Non, ça si paraît. tu checkes la carte que moi je te montre, ça, c'est les grandes seigneuries. Donc, ce n'est pas les concessions à l'intérieur de la seigneurie, c'est les seigneuries au Québec, telles qu'elles existaient à l'abolition du régime en 1854. Tu vois que les shapes sont très irrégulières. Alors que si je te prends une carte des cantons du Québec, tu vas voir que la shape des cantons, c'est ça. Fait que voici les cantons de l'Est. L'image apparaît lentement. Tu vois, là, c'est généralement des carrés. On le voit pas, Vincent. Ah, excuse. J'ai Sherry Infinite plutôt que le truc au complet. Putain. Je pensais qu'on le verrait un petit peu plus de manière géographique. On le voit, on voit la différence. Mais tu vois, là, c'est généralement des carrés. OK, là, c'est évident. Là, c'est très évident. Tu n'as pas de rectangle. À l'intérieur des concessions, donc disons que tu prends Brome, tu peux organiser, les gens peuvent consolider leur terrain en forme rectangulaire si ça leur tente. Mais quand le gouvernement concède les terres à toute fin pratique, les formes sont généralement comme ça. C'est comme ça que les concessions de broader, avec des sous-régions sont faites. Mais la chose qui est importante, pour ça que le régime seigneurial est si crucial, c'est que le régime seigneurial, les gens pensent que c'est juste la shape des terrains. Mais le régime seigneurial venait avec bien des affaires qui étaient super problématiques. La première chose, c'est que quand tu avais le régime seigneurial, tu avais un... On voit, en fait, vite comme ça, au niveau des agriculteurs, j'étais allé en Ontario pour voir un peu. Puis on a tendance à séparer les terres beaucoup plus de manière carrée que rectangle. Yep. Je pense que dans les méthodes d'agriculture, à l'intérieur du canton, on a eu une influence d'utiliser plus la forme rectangulaire un peu plus qu'ailleurs. Tandis que justement en Ontario, tu regardes les cantons de l'Ontario, ben c'est pas mal plus carré les formes des terres. Il y en a des formes rectangulaires, mais moins. Là. Mais la chose qui est, je pense, qui est importante, encore une fois, je vais le répéter, c'est pas la shape des terrains tant que ça. Parce que la shape des terrains, ça peut avoir un effet petit. Mais les routes, quand tu regardes les routes en Ontario, je vais te donner une image, là, c'est plus qu'évident. Là. Regarde la structure des routes en Ontario, là, tu vois tous les grands carrés. Très, très facile à déterminer. Parce que ça, je te dis, il y a moins de formes rectangulaires un peu à l'intérieur de la division des terres, à l'intérieur de ces carrés-là. Là. Mais c'est ça. Faut séparer. Dans le fond, ce que je comprends, c'est qu'il faut séparer un peu ce que les agriculteurs ont fait réellement, puis c'est qui possédait la terre comme telle. Ben, c'est qu'à l'intérieur de la terre qui était cédée, ben là, après, tu peux la subdiviser comme tu veux un peu. Tout à fait, exact. Mais c'est ce que je comprends. Là. Mais, je veux dire, on n'a pas creusé le sujet encore trop, Vincent, là, mais ça m'épate que la forme des terres, la manière qu'on divise les terres, ait eu un impact aussi grand sur le niveau de richesse à cette époque-là. Est-ce que vous avez identifié un peu les facteurs qui faisaient ça? C'est ça que tu allais dire, là, les inconvénients du système seigneurial. Oui, c'est ça. La chose qui était plus importante. C'est juste les terrains, mais là, c'est ça que tu allais dire. Là. La chose qui est vraiment importante, c'est que quand le Seigneur te donnait une terre, il te la donnait gratuitement. Donc, il n'y avait pas le droit de te charger pour accéder, mais tu n'avais plus le droit de quitter cette terre. Et ce qui t'était donné, c'était la terre en soi, pas les améliorations sur la terre. Donc, si tu voulais quitter ta terre, tu pouvais, mais tu devais la vendre et tu devais donner 8,25% de la valeur de vente, indépendamment que s'il y avait un gain de capital ou non, tu devais donner ça au Seigneur. Donc, à toute fin pratique, tu avais 2 barrières sur la mobilité. Tu n'as pas le droit de quitter
et tu n'as pas le droit de quitter sans vendre. Et donc, la taxe crée une friction à quitter des endroits. Donc, une fois établi, tu ne peux pas vraiment quitter. Fait qu'il y a moins de mobilité. Qu'est-ce que tu veux dire par tu n'as pas le droit de quitter, mais si tu quittes, ça veut dire légalement, tu n'avais pas le droit d'abandonner ta terre. Okay, si tu abandonnais ta terre, tu étais en déréliction et donc tu violais les lois seigneuriales, tout fait pratique. Tu pouvais quitter ta terre puis en avoir une nouvelle dans une autre seigneurie, mais il fallait que tu trouves un vendeur. Et tu avais à payer, en plus de ça, d'autres taxes. Donc, tu avais le sens et rente, tu avais la corvée. Je me trompe-tu, il ne devait pas avoir tant d'acheteurs que ça parce que, justement, les seigneurs avaient des terres à donner. Exactement. Il n'y avait presque pas d'acheteurs. Fait qu'une fois que tu étais sur une terre, tu étais pogné. Okay? Il y avait juste tes enfants qui pouvaient quitter en allant ailleurs. Fait que tu n'héritais pas le statut de... Fait que si la terre est problématique pour les récoltes, si il y a toutes sortes de facteurs naturels qui peuvent faire que... À moins qu'elle soit exceptionnellement problématique, tu es pogné là. Mais tu sais, dans un monde libre, il y a des gens qui... Tu sais, s'il y en a un qui a un terrain à vendre d'ailleurs, ça a l'air mieux là-bas. J'ai entendu dire que c'est mieux pour cultiver chaque moncan. Oui. Mais en fait, si je suis pogné par la loi pour rester là, c'est clair que ça a sûrement nuit à la productivité des gens. En fait, la loi n'avait même pas besoin d'avoir des dents parce que si, mettons, si je ne pouvais pas quitter ma terre, là, au final, ce qui allait se passer, c'était que le Seigneur allait la réclamer. Puis il allait la réclamer avec toutes les améliorations que j'avais faites sur la terre. Et donc, la vendre au gars qui... Fait que lui, il gagnait tout le temps. Il gagnait tout le temps, peu importe. Puis toi, c'est-à-dire que tu perdais. Puis au final, mais en plus, si tu mentais sur le prix de vente, lui pouvait avoir un droit de regard. Donc, il pouvait t'acheter la terre de toi au prix initial et en plus te faire payer la taxe voici ce que ça fait. C'est que tu as un désincitatif à améliorer plusieurs choses sur ta terre. Par exemple, une construction. Donc, si de la maison que tu veux établir dessus, tu vas avoir tendance à la garder minimaliste au lieu de l'avoir très grande parce que de toute façon, si tu as une belle grande maison un petit peu plus luxueuse parce que tu as travaillé fort ta terre, bien, si tu veux quitter un jour, le Seigneur ramasse ta maison et ne te compense pas pour. Ah oui. Puis ça, là, c'est absolument vrai, mais c'est la pointe de l'iceberg. Fait que ton industrie de la construction est moins sharp. Puis éventuellement, il y a plein d'affaires comme ça qui... Ou tu fais moins d'investissement dans certains types de pratiques agricoles qui sont intensives en capital. Aussi, oui. Mais la chose qui est encore plus problématique, c'est que le Seigneur avait aussi un monopole sur plusieurs activités non agricoles. C'est-à-dire que si j'ouvrais... Le Seigneur avait un droit de réserve sur les meilleurs sites sur son terrain. Donc, c'est-à-dire que quand tu faisais une concession, lui avait le droit de se garder certains sites. Il y avait un monopole qui se réclamait sur le bois qui était disponible. Si tu ouvrais une business, lui pouvait t'imposer toutes les autres taxes qu'on vient de mentionner. Donc, si tu ouvrais une business, tu avais à payer le 140, qui était une taxe annuelle que tu répétais en perpétuité. Si tu voulais vendre ta business, éventuellement, tu payais la taxe de mutation au Seigneur. Tu avais, donc, toutes les compagnies privées qui auraient voulu ouvrir des services non agricoles ne pouvaient pas le faire. Ils avaient des barrières à l'entrée. Par contre, le Seigneur, si lui, il ouvrait sa business, lui, il n'allait pas se taxer lui-même. Donc, au final, ce qui se passe, c'est que d'un côté, tu limites la migration, la capacité de quitter des travailleurs, en même temps que tu donnes au Seigneur un monopole sur certaines activités. Autrement dit, le Seigneur, c'était le gouvernement. C'était un genre de gouvernement municipal. Ça fait qu'il y a un monopsone. C'est-à-dire que lui, dans son petit marché local, c'est lui qui contrôle la quantité. Tout le travail qui est offert sur le non agricole, c'est lui qui décide. Fait que si je décide de ne pas ouvrir une compagnie de plus... Il y a un désincitatif à l'investissement terrible dans tout ça. Là. Exactement. Bien, ça, ce que ça veut dire, c'est que tu as un monopsone. C'est-à-dire que tu as un seul employeur dans le comté. Donc, tu es dans la seigneurie de Saint-Hyacinthe. Bien, tu avais juste un employeur pour toutes les activités non agricoles. Mais l'employeur qui est un monopsone, lui, son incitation, c'est quoi? C'est de ne pas embaucher trop de monde. Parce que s'il embauche trop de monde, il doit augmenter les salaires pour les attirer. Fait qu'il faut comme tu es le seul demandeur, tu peux baisser les salaires. Il maintient tout le monde dans un état de sous-productivité. Et de sous-production. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins productifs. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins productifs. C'est que tu les sous-payes relativement à leur productivité. Ouais. Donc, le travailleur n'est pas payé la productivité de son travail. Il est moins payé. Il n'y a aucun incitatif à accumuler du capital pour investir éventuellement dans sa main-d'œuvre, dans sa machinerie. Et il travaille moins d'heures aussi. Donc, ils travaillent moins dans le secteur non agricole. Fait que ce que tu as, c'est que tu as un retardement du développement industriel. Et à comparaison, comment ça marche dans un canton? Ça n'existe pas, ces affaires-là. Tu as des barrières naturelles qui existent à cause de la géographie ou des éléments comme ça. Mais tous ces monopoles-là que je viens de te dire... Mais c'est qui t'a octroyé ta terre dans un canton? Il faut que tu l'achètes du gouvernement.
OK. Fait que dans à peu près les 4 premières années, généralement, tu es perdant dans le canton. Mais dans le long Dans terme, l'autre, la terre avait été donnée, sauf que tu n'es pas prisonnier dessus. Là. exactement. Mais après ça, dans les cantons, après 4 ans, dès que tu avais acheté ta terre, 4 ans après, les bénéfices nets commençaient à dépasser ceux du régime seigneurial. Mais là, Et attends un ils peu. continuaient de dépasser. Donc, Là, on parle de si- colon dans cette histoire-là. Ça veut dire que c'est quelqu'un un Anglais a choisi de quitter l'Angleterre pour venir s'installer dans un canton. Il devait arriver avec de l'argent pour acheter son canton, ou Yep. sa terre. Oui, Donc, ils prenaient un prêt souvent, des fois. ou il prenait un prêt ou tout ça. Je me trompe-tu ou le Français qui quitte la France pour venir s'établir dans une seigneurie où est-ce qu'on lui donne une terre, t'as pas la même qualité d'individu? Là? L'effet n'est pas super gros là-dessus. Il y a peut-être Non? un petit effet de sélection, mais la chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que la plupart des gens qui sont venus au Québec sont venus, le terme, c'est reluctant migrants. Tu n'as pas beaucoup de gens qui sont venus volontairement. C'est un ou criminel votant là-bas. Là, Ben, on avait les contrebandiers de sel, les faux sauniers, que ça s'appelait. Tu avais les filles du roi. Tu avais les soldats du régiment Carignan-Salière qui ont été subventionnés pour venir, puis après, qui sont venus casser la gueule d'une couple d'Indiens. On leur a dit est-ce que tu veux rester? On te donne des terres. Puis il y en a qui sont restés. T'en as qui ont eu ce qu'on appelait des lettres de cachet. C'était des parents qui voulaient se départir de certains enfants problématiques. Genre des jeunes adultes qui sont un peu libertins avec des comportements fous. Une lettre de cachet du roi t'envoyait en Nouvelle-France et tu n'avais plus le droit de revenir dans le royaume. Tu n'avais pas des gens aussi, parce que dans le temps, les hôpitaux, ça ne servait pas les hôpitaux français, ça ne servait pas à mettre les malades, ça servait à mettre les pauvres, entre autres. Tu avais ouais, il y avait où ils ont, genre, une année, ils ont vidé, je ne sais plus si c'était la salpêtrière ou whatever, mais ils ont vidé, dans le fond, une bonne partie des gens qui étaient là, puis ils leur proposaient d'aller en Nouvelle-France. Il y avait des choses comme ça qui se passaient. Je ne sais pas pour le cas de la salpêtrière en soi, mais tu Puis avais les gens qui. Lui, il vient volontairement. Il vient volontairement, puis il paye qui? Il paye l'Angleterre comme tel ou il paye le gouvernement payait le local? gouvernement de la colonie. Fait que, du côté anglais, autrement dit, oui, il y avait un colon qui débarquait, mais il y a un colon plus capital qui débarquait. Yep. Mais il y a deux choses. Ça aide quand même. Tu as un méchant head start éventuellement, pareil. Mais il y a une autre chose qui est intéressante, c'est quand tu regardes où est-ce que les gens décidaient d'aller. Les colons vont exclusivement, les gens qui arrivent d'Angleterre vont exclusivement dans les cantons. Mais les jeunes francophones qui vivaient dans le seigneurial, quand ils pouvaient quitter la terre de leurs parents, ils n'allaient pas prendre des terres gratuites dans le régime seigneurial. Ils traversaient la frontière parce qu'au Québec, je t'ai dit, quand les loyalistes arrivent, ils figent les limites du régime. Fait que juste à côté, tu as les cantons de l'Est, puis tu as le régime seigneurial. Fait que tu as la seigneurie de Saint-Armand, puis juste à côté, tu as Brome, qui est un canton. Fait que les jeunes francophones allaient à Brome. Ils traversaient la mini-frontière entre les deux régimes institutionnels. Puis dans le régime seigneurial, tu as un marché du travail avec des monopsones dans chacune des petites seigneuries, alors que dans le régime non seigneurial, tu as un marché du travail beaucoup plus compétitif avec beaucoup plus d'options. C'est l'origine du dôme. Oui. Mais l'effet que ça a, c'est que les gens se déplaçaient. Fait que tu regardes à la frontière entre les deux, tu as plein de jeunes francophones qui sont. Fait que tu regardes les cantons, les gens vont dire le fond des cantons de l'Est vers Sherbrooke, c'était particulièrement anglophone. Mais tu regardes la limite des trucs comme Aston, Ham ou Bulstrode. C'est tous des cantons qui étaient moitié franco, moitié anglo, parce que tu avais des jeunes francophones qui traversaient la frontière. Des fils de colons. Des fils de colons, puis leurs parents étaient juste à côté, puis ils traversaient la frontière pour vivre à côté de chez leurs parents. Mais ils vivaient dans une place où est-ce qu'ils avaient à choisir, ils préféraient le régime non seigneurial, malgré qu'ils devaient acheter la terre. Parce que dans ce cas-là, tu avais plus de demandes de travail, tu avais plus d'industries qui demandaient des travailleurs, les salaires étaient plus élevés. Fait que le régime seigneurial, ce que c'était des monopsones. Tu avais plein de petits monopsones au Québec qui fonctionnaient parce que le seigneur avait un monopole sur certaines activités industrielles et donc il était le seul demandeur de travail dans ces secteurs-là. Et moi, là, que les travailleurs ne pouvaient pas quitter. C'est quoi qui m'allume le plus dans tout ce que tu me dis là? Moi, depuis que je suis petit cul, là, ce qu'on me dit, là, c'est que la raison pourquoi le peuple québécois francophone est pauvre, c'est que les méchants Anglais l'ont toujours exploité. Mais la réalité, là, c'est que les premiers crosseurs qui exploitaient du monde en Amérique du Nord, c'est les seigneurs. Non, mais Yann, je t'en rajoute une couche. C'est des bons franco, ça, là? Non, Yann, je vais t'en rajouter une couche encore. Les bons patriotes qui luttaient pour libérer
les francophones des méchants anglais. Ça t'a été raconté aussi. À la tête de ces gens-là, il y avait un monsieur qui s'appelait Louis-Joseph Papineau, qui était seigneur de la petite nation, seigneur du coin qu'on appelle... La seule seigneurie de l'Outaouais. Le seigneur de Montebello. Et une partie des revendications, pas toutes, là, on ne ramène pas tout à ça, mais une partie des revendications des patriotes, c'était de garder le régime seigneurial. Gang de crosseurs. Yep. Non, ça ne te sera jamais raconté là, par un péquiste, tu peux être sûr. Non. Mais moi, ce que j'ai décidé de faire dans l'article, c'est que j'ai testé, OK, la limite entre les deux, là, entre les deux régimes, c'est ce qu'on appelle une discontinuité. Puis, normalement... Ou est-ce que c'est un changement de règle du jeu très évident? Un changement de règle du jeu. Fait que la place, là, qui est juste à 1 mètre de la ligne, puis l'autre qui est à 1 mètre de la ligne, mais de l'autre bord, c'est le même environnement. Il n'y a pas de discontinuité dans le climat. Il n'y a pas de discontinuité. La seule chose qui change dans cette petite fenêtre-là... C'est le wet dream d'un économiste. Toute chose étant égale par ailleurs. Fuck yes, t'as tout compris. Fait que, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, OK, regarde, on va prendre tous les recensements que je suis capable. Fait que j'ai passé 5 ans à collecter ça. Puis là, je vais faire le stick share screen, là, parce que là, je suis vraiment excité de pouvoir montrer ça. Ça m'a pris... on est dans ton quotidien réel, ce que tu fais vraiment comme travail. Là. Ça, là, c'est sorti dans un des top journaux de la profession. Le Journal of Development Economics, c'est comme un des top 50. Il est vraiment élevé. En fait, c'est un top field. C'est-à-dire que c'est pas le top 5. Le top 5, c'est des journaux qui s'appellent General Interest. Mais après, chacun des sous-branches de l'économie a son journal spécialiste au top. Bien, celui-là, c'est le top en développement. Puis, je suis tellement content qu'il soit sorti là parce que le point, c'était là que je voulais qu'il atterrisse. Puis, il est atterri là, puis on a eu une hostie de bonne ride. J'étais vraiment content. Quand tu publies, juste pour expliquer au monde un peu le fonctionnement, quand tu publies un article de ce genre-là, tu sélectionnes dans quel journal tu veux l'envoyer d'abord et avant tout? Selon le lectorat potentiel. Je veux qu'il soit consulté. Puis Journal of Development, c'est parce que la manière dont je l'aborde, c'est ce qu'on appelle labor coercion. C'est qu'il y a un débat en économie sur c'est quoi le rôle historique de système d'organisation du travail. Bien, les gens pensent qu'ils vont dire, ben, tu as un marché libre du travail et tu as l'esclavage. L'esclavage, n'importe quoi entre les deux, tu te déplaces en extrémisme et que tu peux juste monter dans une direction. Fait que si tu as eu historiquement de l'esclavage, tu vas être plus pauvre aujourd'hui. Mais si tu as eu un truc comme criminaliser les breach of contracts, ça existait par exemple en Angleterre, si je décidais de ne plus travailler pour mon employeur, de ne pas me présenter, c'était une violation criminelle. Et donc, je pouvais être amené en prison, payer des amendes importantes pour ne pas avoir à continuer de travailler. Bien, c'est pas un free market, mais c'est pas exactement, c'est pas de l'esclavage pantoute. Ouais, c'est pas de l'esclavage parce que tu es payé, mais tu es comme obligé d'être là pareil. Exactement. Ben, tu peux pas quitter facilement. Tu dois avoir l'autorisation de quitter à toute fin pratique. Ouais. Fait que tu sais, c'est pas... Puis les gens pensent historiquement que plus tu augmentes dans le degré de coercition, plus tu vas être pauvre. OK? Moi, ce que je dis, c'est non, il n'y a aucune raison de croire ça. C'est tout à fait possible pour des régimes qui ne sont pas particulièrement coercitifs d'avoir des effets aussi graves que des régimes beaucoup plus coercitifs. Tant qu'ils sont capables d'agencer certaines caractéristiques ensemble, ils peuvent être très détrimentaux. Fait que tu avais seigneurie en tête en checkant ça. Exactement. Fait que c'est pour ça que je dis the lesser shades of labor coercion. Ce que je dis, c'est que malgré que ce n'était pas le régime, c'était pas l'esclavage, c'était pas le régime féodal français, c'était pas le régime de servitude en Russie, c'était pas les bonded laborers des Caraïbes. C'était pas un système excessivement coercitif. Là. Les Québécois ne pensent pas qu'ils ont été en esclavage à un certain moment. Mais ce que je dis, c'est que malgré que ce n'était pas particulièrement violent, la manière dont les incitations étaient gérées pouvait générer le même coût économique que des régimes beaucoup plus coercitifs et que les gens ne l'aimaient pas, mais ils ne pensaient pas qu'ils n'étaient pas libres. C'est juste que c'était la manière dont c'était fait, les incitations permettaient aux seigneurs de s'enrichir solidement. Fait que là, quand Pierre Vallière, quand il écrit Nègre blanc d'Amérique, c'est pas à ça qu'il pense. Là. Non, il pense aux Anglais. Lui. Il pense aux Anglais. Là. Fait que tu sais, quand je dis à Yann que Yann, il dit c'est la chose idéale, ce que j'ai, ben oui, la ligne, si je peux l'avoir faite. Fait que ici, là, pour les gens qui regardent, il y a puis ceux qui ne voient pas, là, qui sont juste en audio, j'ai pris tous les endroits. Puis là, il n'y a pas le nombre de points, ce n'est pas exactement le nombre de points qu'il y a, c'est ce qu'on appelle des bins. Dans chaque point, il y a plusieurs autres points. C'est pour rendre le détail plus facile visuellement. Mais d'un côté, tu as une ligne verticale à 0. Puis si tu es à gauche de la ligne, tu es dans le régime seigneurial. Puis si tu es à droite de la ligne, tu es dans le régime non seigneurial. Okay?
Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris toutes les données de tous les recensements que je pouvais retrouver pour l'époque. Fait que pour 1831, pour 1842, Tu as comparé les salaires mensuels, les salaires journaliers. Puis je les ai, dans certains cas, j'ai réussi à faire la déflation pour le prix du blé local. Puis l'idée, c'est que si plus tu te rapproches de la ligne, là, il ne devrait pas avoir de différence entre le gars qui est 1 km dans le régime seigneurial et celui qui est 1 km dans le régime non seigneurial. C'est la même place. C'est le nombre de kilomètres de ta fameuse ligne. Exactement. Fait que le 0, c'est que tu es sur la ligne. Fait que tu es sur la ligne. Si tu es à 10, tu es à 10 km du régime seigneurial. Fait qu'évidemment, tu n'as aucune observation sur le 0 parce qu'il n'y a personne qui était établi entre les deux régimes. Là, exactement. Fait que tu devrais, s'il y a un effet causal, il devrait avoir un jump à la frontière entre les deux. And would you look at that? There is a jump. Il y a un méchant jump. Pour les gens qui nous écoutent, là, qui sont juste en audio, ce qu'on voit visuellement, c'est qu'il y a un graphique. Il y a le côté seigneurial est en rouge et sur les 4 graphiques, il est beaucoup plus bas que le côté bleu, qui est le côté des cantons. Donc, on voit qu'il y a une différence marquée entre les deux régimes. Puis on parle des jumps de 25 % environ. Ah, c'est des gros jumps. Puis ça, c'est un understatement. 25 % de plus de salaire parce que tu changes de règle du jeu. Tu as le même climat, le même type de personnes. C'est des règles du jeu qui changent, puis tu crées un écart aussi grand. Yep. Écoute, moi, je suis vraiment content de ce résultat-là. Mais une autre chose que j'ai faite, puis ça, je suis vraiment fier, là. Celui-là, ici, là, le tableau est un peu... mais ce que tu as fait là, ça déconstruit totalement l'argument que c'est les Anglais qui ont appauvri le Québec. Au contraire, il y avait plusieurs seigneurs qui étaient des Anglais à la fin. Fait que les gens, peut-être, ont fait la corrélation que le seigneur c'est pas lié à leur langue. C'est pas le lien à leur langue. C'est pas l'anglais en soi, c'est le régime seigneurial. Exact. Mais c'est quand même freak quand tu regardes ça. Tu dis, tu donnes l'opportunité aux gens, aux jeunes de quitter. OK, il y a l'avocat du diable là-dedans. C'est quelque chose que vous avez testé. Les seuls qui pouvaient se libérer un peu des seigneuries pour aller dans les cantons, c'était des jeunes. Est-ce qu'il y a une différence d'âge quand même élevée? Yep. Ah oui, les cantons sont plus jeunes. Okay. Il y a plus de gens. Il y a aussi une discontinuité. Fait qu'il y a un jump de population à la frontière. Fait qu'il y a toujours plus de monde à côté de la ligne du côté non seigneurial que du côté seigneurial. Fait que les gens décident de se déplacer directement du bord non seigneurial. Ah ouais, fait qu'ils allaient dans la gueule volontairement plus vers les anglophones. Fait que les francophones aimaient mieux le système anglais. Yep. Fait que quand on leur donnait le choix, c'est ce qu'ils faisaient. Les seuls qui avaient le choix, c'était des jeunes. Yep, puis ils allaient tous, tu vas voir. C'est pour ça que si tu regardes historiquement, Granby, c'est une ville qui a un nom anglais. Mais Granby, c'est pas une ville anglaise, Callis. Granby, c'est une ville de Franco bon, pas 100% Franco, mais c'est une ville de Franco. Ben, c'est une ville qui était historiquement à la frontière entre les deux. Proche de la frontière. Fait que les francophones allaient là, ils vivaient dans une place avec des institutions de land tenure qui étaient anglaises. Ils avaient des voisins anglais et ils étaient beaucoup plus riches que les autres francophones qui étaient leurs comparables. L'autre chose que j'ai faite, puis ça, c'est la partie que je suis vraiment le plus fier, j'ai regardé, il y a aussi un autre truc. Les endroits qui étaient seigneuriales, mais qui avaient des voisins non seigneuriaux, on va regarder c'est qui ton voisin. Bien, la base que j'ai faite, c'est que j'ai dit, OK, si t'es non seigneurial, puis tes voisins sont tous tes voisins sont non seigneuriaux, bien, t'es le gars le plus profond dans la région. OK? Après ça, puis qui est ton voisin? Bien, techniquement, le gars qui est non seigneurial, puis qui a juste des voisins non seigneuriaux, c'est lui qui devra avoir le marché du travail le plus libre, le plus compétitif. Celui qui est non seigneurial, puis qui a un voisin seigneurial, devra avoir des salaires un petit peu plus bas. Parce qu'il y a quand même d'un côté, il y a un régime non compétitif. Celui qui est seigneurial, mais qui a un voisin non seigneurial, bien lui, il a un petit peu plus de compétition que celui qui a que des voisins seigneuriaux. Fait qu'ici, la manière de lire la colonne que je suis en train de. La première colonne que j'arrête pas de passer mon curseur dessus, quand ça dit moins 16,9, bien, ce que ça dit, c'était que la place qui est non seigneuriale, qui a un voisin seigneurial, a des salaires plus bas de 16,9 %. Le non seigneurial, il y a un seigneurial qui a un voisin non seigneurial, a des salaires 23 % plus bas que le non seigneurial qui a juste des voisins non seigneuriales. Mais celui qui est seigneurial puis qui a que des voisins seigneuriales,
ses salaires sont 47% plus bas que celui qui a que des noms seigneuriaux. Puis ça, c'est une petite proportion. Ça, c'était quand je regarde les salaires mensuels. Mais quand je regarde salaire mensuel pas dégonflé pour les prix du blé, c'est 60%. Quand je regarde les salaires nominaux par jour, c'est 35%. Ça peut être au plus bas, c'est 21% pour les seigneuriaux. Puis au plus haut, c'est 60%. Tu réalises-tu l'importance de ce que je suis en train de te dire? Là? C'est-à-dire que si tu étais pogné dans la zone seigneuriale, dans l'Élogénie, qui est le centre pas mal du régime seigneurial, parce que tu n'as que des seigneurs autour de toi, ben, tes salaires étaient entre 20 et 60% plus bas que ceux qui étaient dans des régions non seigneuriales. Puis ça, c'est toute chose temps égale par ailleurs. Hein? La qualité des terres dans les cantons de l'Est, c'est de la merde. Tu es plus loin, tu as moins de densité d'infrastructures. C'est pas les basses terres. C'est pas les basses terres du Saint-Laurent. Tu n'as pas accès au fleuve. Tu n'as pas accès au fleuve. Le fait qu'ils sont capables d'avoir ça, ça dit que les institutions ont un rôle incroyable. Wow. Puis ça, c'est une intuition. Je n'ai pas d'infos là-dessus, mais tu pourras confirmer ou infirmer. Là, mais mon feeling, c'est que si tu as deux régimes seigneuriales côte à côte ou tu as un non-seigneurial avec un seigneurial, donc un canton à côté d'une seigneurie, doit avoir moins de commerce entre les deux que si c'est deux cantons. Yep, on a aussi ça. On l'a fait avec des activités industrielles. On a fait aussi le nombre de travailleurs par usine dans le recensement de 1851. Puis le résultat, c'est que le régime seigneurial explique presque parfaitement les écarts que je te mentionne, là, expliquent totalement l'écart entre le Québec et l'Ontario, le Québec et la Nouvelle-Angleterre, le Québec et Pennsylvanie. Fait que c'est pas la faute aux Foreman. Pas la faute aux Foreman. Le Québec était aussi pauvre que les États du Sud vers 1850. Okay? C'était une place de pauvres. Fait que, la courbe de Vallière n'est pas fausse. On était vraiment des très pauvres en Amérique du Nord. Mais l'affaire, c'est que c'est explicable presque entièrement par une seule institution, le régime seigneurial. Wow. Le régime seigneurial explique presque tout. Puis non seulement ça, mais quand on l'abolit en 1854, puis on refait les mêmes tests que j'ai faits avec les salaires en 1871, fait qu'à peu près 15 ans après. On s'est amélioré. L'écart a disparu au complet. L'écart a complètement disparu entre les régions. Et la chose qui nous a nuit, puis ça, c'est le point que je fais, c'est quand on a fait la Confédération, on a donné à l'Église le monopole sur l'éducation. Parce que dans la période, ce qu'on observe, c'est que le Québec... Ça, c'est ton livre du grand déclin. Là. C'est exactement ça que ça parle. Ça, c'est le fin. point de connexion entre pourquoi est-ce que tu as une stagnation pré-1900, entre 1870 puis 1945, c'est le monopole de l'Église. C'est les deux grandes erreurs qu'on a faites dans l'histoire de l'Amérique française, appelons-la comme ça. C'est le régime seigneurial puis le monopole de l'Église. Même les deux jouent ensemble. Fait que quand c'est aboli le régime seigneurial en 1854, l'abolition est complète. Dans tous les aspects hyper négatifs, l'abolition est complète, rapide et prononcée. Mais les seigneurs, ils ont été traités comment à ce moment-là? Je veux dire... Compensés. Ils ont eu une compensation gigantesque. À l'époque, c'était 20 millions de dollars, ce qui était huge. Fait que message aux agriculteurs pour les quotas de lait, ça se fait. Ça se fait. Ça s'est fait. Le régime seigneurial, c'était ça. C'était une gestion de l'offre de travail. Mais l'abolition est complète, très rapide. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand tu as un monopsone, ça, c'est quelque chose que je vais essayer de le sursimplifier le plus possible. Quand tu as un monopsone, le travailleur est payé moins que sa productivité. Et l'effet pervers que ça a, c'est que ça décourage les investissements en capital humain. Parce que ton capital humain, c'est ce que tu obtiens. Ça augmente tes salaires. C'est une année d'éducation de plus, ton salaire augmente. Mais si tu as un monopsone, le rendement sur l'éducation aussi baisse. Mais ce qu'on observe aussi en 1850, ça c'est un article que je suis en train de finir maintenant, entre l'abolition et la Confédération, le taux d'alphabétisation des Québécois explose. On revient plus vers quelque chose de normal. On rattrape la moyenne du reste du Canada. À une vitesse grand V. Tu as une prolifération d'écoles privées qui apparaissent partout. Tu as des pubs dans des journaux pour des écoles privées pour les plus pauvres. Le thinking, c'est si de toute façon mon travail est exploité par le Seigneur, j'ai pas de rendement pour. À quoi bon savoir lire et écrire? Je suis juste là pour cultiver la terre. Exactement. Quand le régime seigneurial arrête, les gens obtiennent des rendements plus élevés de l'éducation. Tu as une demande, la demande d'éducation augmente. Et donc, tu as plus d'éducation qui est fournie et tu vois un rattrapage.
La chose qui est problématique, c'est que le rattrapage n'était pas complété quand on a donné à l'Église, à toute fin pratique, le monopole sur les écoles. Et le but de l'Église, c'était le bargain de la Confédération, c'est qu'on a donné le protectionnisme que les Ontariens voulaient pour pas que dans une confédération canadienne, les Ontariens puissent nous forcer de devenir anglophones. Alors, on a donné à l'Église le monopole pour que l'éducation soit utilisée pour bloquer les Anglos. Bonne idée. Puis on a arrêté le rattrapage parce que les gens oublient, mais le Québec était, puis ça dans les données, là, c'est l'autre chose que je suis en train de finir dans le même article. En 1850, le Québec est à peu près à 70% du revenu de l'Ontario. En 1870, il était à 94%. On avait presque rattrapé. On avait presque rattrapé, puis après 1870, on recommence à décliner. On continue de croître en termes absolus, mais on croît beaucoup moins vite que le reste du Canada. Ouais. Fait que la Confédération, le bargain à la Confédération, c'était un bargain faustien, où est-ce qu'on a, pour éviter que les Anglos nous assimilent, on a vendu notre richesse potentielle. C'est ce qu'on fait tout le temps. Et dans les on a trop la chienne de disparaître. Ça on nous fait aurait prendre des décisions de cave. Mais c'est là qu'il faut rappeler qu'il y avait une tradition au Québec qui était la bonne tradition. C'est qu'on aurait dû rester ceux qui étaient très fans du... Parce que tu avais des Québécois francophones qui disaient que la meilleure chose qui se passait, c'était qu'on était des sujets britanniques, que nos droits de propriété allaient être protégés avec les Britanniques et qu'on devait devenir une colonie seule, mais bien sûr avec le roi. Mais bien sûr, avec le roi, bien sûr, on demeure une colonie fidèle. Les Ontariens, ils fassent leur affaire tout seuls, ils seront leur colonie indépendante. Puis les Maritimes font leur petite union. Nous, on est une colonie à part et on doit rester des Français il y avait une phrase d'un penseur qui a été oubliée un peu. Il disait il faut qu'on soit Français sous gouverne anglaise. Quelque chose comme ça. Et c'était une période de croissance. La période était une période de rattrapage. L'abolition du régime seigneurial, si on n'avait pas fait la Confédération, je ne serais pas surpris qu'aujourd'hui, le Québec soit une des places les plus riches en Amérique du Nord. Fait que tu es en train de nous dire que c'est notre pauvreté relative, parce qu'on n'est pas pauvre, là. Pauvreté relative. On est pauvre parmi les riches. C'est ça. Alors, on est pauvre par rapport à ce qu'on aurait pu être. Là. Exactement. Notre pauvreté relative est plus qu'on pense auto-infligée que ce qu'on essaie de nous faire croire dans les cours d'histoire de nos enfants. Ben, d'après moi, c'est plus de l'inculture qu'autre chose, parce qu'il n'y a pas tant de gens qui ont fouillé ces affaires-là. Là. Ouais, mais en même temps, Vincent s'en va sur un plateau radio canadien présenter tout ce qu'il vient de faire là. Ils vont le mettre devant 2-3 historiens à Barbichette. Là. Il sort de là et il se fait traiter d'extrémiste encore. Là. Ouais, probablement. Mais écoute. Mais le système français, là, est-ce qu'on a d'autres cadres, par exemple, où ça a été implanté? Je pense, par exemple, à la Louisiane, mettons. Est-ce que le système des seigneuries a existé là-bas puis a été éventuellement aboli? Parce que c'était pas le système seigneurial, c'est pas quelque chose qui existait en France, je me trompe-tu? Le régime seigneurial existait en France. Il existait en France, OK. Il était encore plus intense. Il était beaucoup plus lourd. C'est pour ça que je disais tantôt, c'était pas un régime particulièrement coercitif. Parce que quand tu le compares aux Français, les exactions du régime seigneurial français étaient beaucoup plus extrêmes. Ce qui explique probablement pourquoi le graphique que tu mettais avec le Québec, la Nouvelle-France, c'était quand même mieux que la France en termes de gains, même si c'était moins que quelqu'un qui part du... Une des choses que j'ai faites dans un autre article, c'est que j'ai estimé ça aurait été quoi les gains de la migration si le régime seigneurial n'avait pas existé. Les gains de la migration sans le régime seigneurial, parce que j'ai fait, OK, on regarde les salaires après, mais qu'est-ce que ça aurait été si le régime seigneurial n'avait pas existé au Québec, mais qu'il restait toujours en France? Le gain, le premium sur la migration aurait été... Puis là, je n'ai pas présumé l'effet que j'ai dans l'article que je viens de vous montrer. Juste d'enlever les taxes. Le rendement à la migration triple. Donc, le gain net de migrer vers le Nouveau Monde est 3 fois plus gros. C'est pour ça que la plupart des immigrants qui venaient au Québec venaient avec un coup de pied dans le cul. Mais la réalité, c'est que le Québec avait... Mais le premium que je te dis qui aurait été, même sans les taxes, ajoute l'effet que je viens de te mentionner, puis le premium est encore plus gros. L'effet des taxes à lui seul permet d'avoir le même retour sur l'immigration que celui de quelqu'un qui quittait l'Angleterre pour aller aux États-Unis. Mais qu'est-ce qui se passe à cette époque-là dans la tête des Français et des Anglais pour avoir deux systèmes aussi différents un de l'autre? Largement parce qu'il y avait beaucoup d'Anglais qui avaient acheté des seigneuries, puis c'est très profitable d'être seigneur. C'est très profitable d'être seigneur. Non, mais je veux dire, comment ça, quand l'Angleterre
vient coloniser l'Amérique du Nord, implante un système de cantons qui est quand même très libre. Puis du côté français, on arrive avec des régimes coercitifs comme ceux-là. Ben, Ben, peu c'est- la partie qui était au bien-être des Anglais, c'était que l'Angleterre était dans une longue guerre civile à cette époque-là et qu'après, tu as eu ce qu'on appelle le salutary neglect. C'est pas que les Anglais étaient self-enlightened, c'est qu'ils n'avaient pas le temps de gérer leur colonie. OK. Et ben, donc, ça, en puis- fait, Edmund Burke parle de salutary neglect, Mhm. que le fait que l'Angleterre se souciait très peu de gérer sa colonie parce qu'elle avait d'autres chats à fouetter, mais la colonie était une place libre parce que la couronne n'avait pas le temps de s'en occuper. Mhm. Alors que la couronne française prend beaucoup plus de gestion de sa propre colonie. Ouais, puis pas Et juste ça ça, là, finit même avec... ben, vous le voyez aujourd'hui avec tous les systèmes qu'on s'est créés. Là, tu parlais tantôt de la gestion de l'offre ou de tous ces trucs-là. On le voit, le coût, le prix qu'il a à payer d'aller essayer de se battre contre ça. Là. Ben, imagine-toi même n'importe quel gouvernant français ou roi ou peu importe, là, il y en a peut-être qui se sont levés un matin en se disant ouais, ce système-là, on pourrait l'abolir, mais Chris, tu fais comment pour l'abolir quand là, il y a plein de seigneurs installés partout qui tirent sa couverte? Eux autres, ils veulent pas l'abolir, le système, je te l'annonce. Là. Et les seigneurs qui sont là, le système, il est bon pour eux autres. Là. Il est pas bon. Résistance. Il n'est pas bon pour les. Ben oui, il y a une résistance incroyable au changement qui est là. Mais moi, ça reste que c'était la question que j'avais depuis le début, puis Vincent, il répond bien, là, mais Christy, c'est un ensemble de circonstances quand même qui a permis de créer les États-Unis d'Amérique d'une certaine façon. Là. Parce que qu'est-ce qui permet d'avoir autant de liberté aux États-Unis? C'est leur constitution, ainsi de suite, mais tout ça part d'un désir de liberté qui est extrêmement grand. Mais en même temps, comme tu dis un peu, dès le départ, quand les colonies britanniques sont implantées avec la couronne britannique, tu es dans une situation où est-ce qu'ils ne veulent pas trop s'en occuper. Fait que déjà là, le monde débarque là, puis ils sont déjà plus libres que n'importe quelle autre colonie sur la planète. Là. Mais la question moi, que je me posais, je la repose encore, là. Est-ce que ce système-là de seigneurie a existé en Louisiane? Parce que moi, j'entends souvent des affaires de gens plus à gauche qui disent ah, ben, la raison pour laquelle la Louisiane est plus pauvre, c'est parce qu'ils votent pour les républicains. Ah, Non, ok, ça, c'est con. ouais. Fait que Ben, toi, vous tu es en l'avez train de déjà dire entendu. pourquoi la Louisiane est pauvre, c'est qu'ils ont accumulé le même genre de retard que le Ben, Québec je ne aurait serais eu. pas surpris que si on fouillait, on arriverait un peu avec la même affaire. Comme par hasard, c'est une ancienne place qui a été colonisée par les Français. Là. Est-ce que ce système-là a été implanté là-bas? Moi, mon feeling, c'est que oui. Je n'ai pas d'informations là-dessus, mais j'aurais tendance à penser que oui. Là. Tu sais pas, dans le fond, mais ça t'a pas Non, en checké? fait, je te dirais que je n'ai pas une opinion très forte sur la question de la Ben, Louisiane. à base, est-ce que tu sais si c'était seigneurial ou c'est pas quelque chose qui est étudié du tout? Ils avaient des paroisses, mais à toute fin pratique, c'était. En fait, il ne faut pas oublier qu'il n'y avait pas tant de colonisation française en Louisiane. Le gros de la population française, c'est les Acadiens qui sont expulsés. C'est d'ailleurs l'origine du mot Cajun, parce que Mhm. Cajun, Acadian, Cajun. donc Oh. c'est la bâtardisation du mot acadien. Donc, c'est pas. Il n'y a pas un régime seigneurial tant que ça en Louisiane. Mais tu sais, il faut quand même souligner une chose. La Louisiane, malgré que ce n'est pas une place que je voudrais vivre, si je dois choisir entre les places à vivre aux États-Unis, Plus riche que le Québec. c'est plus riche que le Québec. Puis tu regardes le revenu des Acadiens. Si je pouvais prendre le revenu des Cajuns, je peux faire le pari suivant, que je prends tous les gens qui sont de descendance française en Louisiane, que je contrôle pour leur niveau d'éducation, puis que je prends tous les Québécois, puis que je fais le même contrôle. Toutes choses étant égales par ailleurs, les Cajuns ont plus de revenus que les Québécois. Ah, dis-moi pas ça. Puis, ce qui baisse la moyenne en Louisiane, c'est l'héritage de l'esclavage. Mais pour les francophones, donc on va prendre des comparables avec comparables. Les Blancs. Les anciens francophones. Mais non, mais c'est parce que l'idée, ce que je veux comparer, c'est l'héritage culturel qu'il y avait entre les Français acadiens et les Français québécois. Donc, plus de similarités culturelles. Je te garantis qu'ils sont au moins 15 à 20 plus riches, toutes choses étant égales par ailleurs. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un système qui est implanté, puis on va conclure là-dessus parce que Vincent doit y aller. Là. Mais tu sais, même par exemple dans les Caraïbes, là, pour les places que j'ai été, là, ça paraît en sortant de l'avion ou du bateau si tu es dans une place qui était britannique ou pas. Yep. Ça paraît juste visuellement. Ça paraît que tu es en Jamaïque et non en République dominicaine. Ça paraît que tu es aux îles Caïmans et non à Cuba. Là. Mais là, Cuba, ça paraît dans tous les cas.
Non, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre Ça paraît des hamburgers à Cuba, sacrément. Oui, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un système qui est implanté, là, qui joue là-dedans. C'est pas. Je veux Même dire, la vache, ça meurt de faim à Cuba. à peu près toutes les places que les Non, Français ils l'ont mangé avant. ont colonisées, c'était une catastrophe économique. Fait que je veux dire, il doit y avoir une raison pour ça. Et si tu pouvais, mettons, faire le même exercice, mais comparer genre la Guyane française avec un autre pays qui n'avait pas le même système, je suis sûr que tu pourrais arriver sensiblement aux mêmes conclusions. Là. Ben, ici, République dominicaine. Oh oui, tu le vois à la frontière. Tu le vois à la frontière. Haïti L'héritage des institutions est visible. Le français, c'était des tout croches, man. Fallait qu'Yann finisse ça. Oh, ouais, Yann, il fallait qu'il finisse là-dessus. C'est un truc de ouais, ça, c'était tout un épisode aujourd'hui. On a eu beaucoup d'émotions. C'est ça. On a eu du fun. Vous avez, ceux qui écoutent sur YouTube, là, vous avez manqué, puis Spotify, vous avez manqué le début. Mais Yann était plus tranquille dans cette partie-là. L'autre d'avant, il y avait comme. Ben, il disait pas de la merde dans cette partie-là. Ouais, c'est ça. Il y avait comme une. Il y avait une petite crotte sur le cœur, il faut le dire. Là. C'est comme ça. Fait que rejoignez-nous sur Patreon ou patreon.com/iSénéchal ou cherchez Yann et Frank sur Patreon. Vous allez avoir toutes les parties bonus des épisodes. Aujourd'hui, on a fait un bon 2 heures. Là, fait que manquez pas ça et rejoignez-nous. Puis on se reparle dans un prochain podcast. Salut, gang.